Bonjour, merci pour votre présence. Donc, on va continuer pour cette deuxième session, après la session d'hier, qui revenait sur les questions d'introduction et les questions théoriques. Aujourd'hui, Aujourd'hui, on va se focaliser sur les questions d'organisation et notamment sur tout ce qui concerne les mouvements politiques et les organisations politiques et la création d'organisations politiques, surtout dans les années 70 en Amérique du Nord, en Europe et en Grande-Bretagne aussi. Donc, ça, c'est le plan que nous avons. Le point 3 sera légèrement abordé, pas en entier vu qu'on l'a abordé hier. Et on va se concentrer plus sur le point numéro 4. Vous trouverez dans les documents qui vous ont été donnés la bibliographie ainsi que le sommaire. Alors, je vais commencer avec cette citation de Toni Morrison. Toni Morrison, c'est un article qu'elle a écrit qui s'appelle « Ce que les femmes noires pensent du mouvement des femmes libérales », paru en 1971 dans le New York Times. Toni Morrison nous dit c'est le début de la citation. Les femmes noires peuvent envier les femmes blanches, leur apparence, leur vie facile, l'attention des hommes dont elles bénéficient. Elles peuvent les craindre par rapport au contrôle économique qu'elles exercent sur la vie des femmes noires et même les aimer comme peuvent le faire des nounous ou des employés de maison. Mais les femmes noires sont dans l'impossibilité de respecter les femmes blanches. Je veux dire qu'elles n'ont jamais éprouvé ce que les hommes noirs ont éprouvé pour les hommes blancs, un sentiment de crainte face à leur réalisation. Les femmes noires n'ont pas une admiration constante pour les femmes blanches en tant que personnes compétentes et complètes, que ce soit lorsqu'elles sont en compétition avec elles pour les quelques créneaux professionnels disponibles aux femmes en général, ou qu'elles s'occupent de leur ménage et elles les considèrent comme des enfants volontaires, jolies, méchantes, laides, mais jamais comme de véritables adultes capables de gérer de vrais problèmes. Donc, dans cette analyse de Toni Morrison sur les femmes noires et le mouvement féministe des années 70 et le peu d'implication de femmes noires dans le mouvement, Toni Morrison revient sur ce qu'on a vu hier, sur les archétypes et aussi sur les antagonistes, c'est-à-dire l'opposition, les confrontations qu'il y a entre ces deux catégories sociales. Et ce qu'elle dit, Toni Morrison, pour renvoyer à ce qu'on avait vu hier, c'est que euh, le sentiment d'indépendance, d'autonomie cultivé par la position sociale des femmes noires font en sorte que, conscientes de leur domination, ça ne veut pas dire qu'elles ont un sentiment d'admiration pour l'autre catégorie des femmes. Donc, on va voir ensuite, avec un exemple de Bell Hooks, la façon dont les femmes noires aux États-Unis et dans l'histoire des luttes d'émancipation ont subi aussi un effacement de leur participation et de leur participation qui était dans les organisations, mais aussi de leur mode de participation qui était à l'intérieur de la sphère privée. Donc, ça, c'est une traduction d'un livre de Bell Hooks qui vient de sortir, qui s'appelle « Cultiver l'appartenance ». Dans ce livre, Bell Hooks parle de la question d'avoir un chez-soi, d'avoir un place, d'habiter les lieux, d'habiter un endroit. Mais il y a un texte qui n'est pas dans ce recueil de textes de Bell Hooks dont j'ai écrit la préface. Il y a un texte qui s'appelle Home Place, a Seat of Resistance, qui pourrait être traduit par un endroit chez soi, un lieu pour résister, qui est paru en 1990. Et dans cet essai, Bell Hooks nous raconte un fait divers, enfin un fait, concernant Frédéric Douglass. Frédéric Douglass, qui était un militant abolitionniste, qui est aussi devenu ambassadeur des États-Unis, qui est une figure
du mouvement abolitionniste aux États-Unis. Donc, Bell Hooks écrit ceci concernant Frederick Douglass. Dans son célèbre récit d'esclaves de 1845, Frederick Douglass raconte l'histoire de sa naissance, celle de sa mère, noire esclave, travaillant à une distance considérable de son lieu de résidence. Décrivant leur relation, Frederick Douglass décrit « Je n'ai jamais connu ma mère ou pu la voir plus de 4 à 5 fois dans ma vie. Et à chaque fois, ce fut très court et de nuit. Elle a été embauchée par M. Stewart, qui habitait à environ 20 kilomètres de chez moi. Elle faisait des voyages pour me voir dans la nuit, parcourant la distance à pied après ses journées de travail. C'était une ouvrière agricole et le fouet était le châtiment qui l'attendait si elle n'était pas dans les champs au lever du soleil. Je ne me souviens pas d'avoir jamais vu ma mère à la lumière du jour. Elle était avec moi pendant la nuit, elle se couchait avec moi et me faisait dormir, mais bien avant que je me réveille, elle était déjà partie. Bell Hooks continue, ça c'est la fin de la citation de Frederick Douglass, donc Bell Hooks continue pour analyser cette citation. Après avoir partagé cette information, Frederick Douglass dit plus loin qu'il n'a jamais ressenti la présence apaisante, les soins tendres et attentionnés du maire, de telle sorte qu'il a reçu l'annonce de sa mort avec à peu près les mêmes émotions qu'il aurait probablement ressenties à l'annonce de la mort d'un étranger. Frederick Douglass était sûrement mu par la volonté de faire appel à la conscience des lecteurs blancs face à la cruauté de ce système de domination raciale qui séparait les familles noires, les mères noires de leurs enfants. Pourtant, il le fait en dévaluant les femmes noires, incapables de reconnaître dans les kilomètres parcourus par sa mère pour le tenir dans ses bras une forme de soin. Dans le cadre d'un système raciste et brutal où les vies noires n'ont aucune valeur, sa mère valorisait suffisamment la vie de son enfant, Frederick Douglass, pour résister à ce système, pour venir à lui dans la nuit juste pour le serrer dans ses bras. Je ne peux qu'être en désaccord avec Douglass lorsqu'il dit n'avoir jamais connu les soins du maire. C'est une mère qui a osé le serrer dans ses bras la nuit, lui a donné dès la naissance un sentiment de valeur, qui a sans doute posé la base, aussi fragile soit-elle, de l'émergence de la personne qu'il est devenu. Là, on voit la façon dont Bell Hooks analyse l'incapacité de Frederick Douglass, un homme noir abolitionniste pour la libération noire, de reconnaître que le dévouement de sa mère et son sacrifice maternel est quelque chose. Et en même temps, il utilise le sacrifice maternel pour mobiliser l'empathie des personnes blanches et en faisant ça, il fabrique l'absence des femmes noires, c'est-à-dire qu'elles deviennent des éléments fantasmagoriques, elles deviennent des ombres, mais sans volonté d'agir. Donc là, on voit que la fabrication de l'absence des femmes noires et des féminismes noirs est une des manifestations très courantes qu'on va voir de la misogynie noire idéologique intellectuelle. La misogynie noire, c'est un concept qui a été conceptualisé par Maura Bailey et Trudy. Dans les documents que vous avez, dans les dernières pages, il y a un glossaire et vous avez la définition de la misogynie noire. C'est le racisme et le sexisme que subissent les femmes noires. Donc, ce que Frederick Douglass raconte là, le fait qu'après avoir raconté tous les sacrifices que sa mère a fait, le fait qu'elle faisait des kilomètres, le fait qu'elle risquait sa vie pour venir le voir, mais ça, ce n'était rien, et elle est morte, et il a dit que c'était comme si c'était une étrangère, c'est une forme de violence idéologique et intellectuelle contre les femmes noires et contre l'histoire des résistances des femmes noires. Donc, si cet essai est, selon moi, d'une importance cruciale dans le corpus et sur l'espace de Bell Hooks, c'est qu'il articule les thèmes principaux du travail de Bell Hooks, c'est-à-dire la place de la maison, le combat contre le système raciste, la façon dont les femmes noires et les luttes des femmes noires sont perçues dans le mouvement noir et la responsabilité que créer un espace domestique a toujours été sur les femmes noires, même si cet espace domestique est temporaire et aussi subit la terreur raciale.
Donc là, je vous renvoie au glossaire sur la misogynie noire. Et là, on va aller dans un texte fondateur. C'est une collection de textes qui est vraiment fondateur des féminismes noirs aux États-Unis, que le titre traduit en français, c'est « Toutes les femmes sont blanches, tous les hommes sont noirs, mais nous sommes quelques-unes à être courageuses ». Et cet essai, le titre de cet essai, résume bien la position des féminismes noirs, c'est-à-dire que la question raciale est centrée sur l'émancipation des hommes, la question féministe est centrée sur l'émancipation des femmes blanches, mais les femmes noires, qui sont à l'intersection des deux, n'ont pas d'endroit pour avoir ces espaces. C'est-à-dire que dans les organisations noires de libération, elles subissent le sexisme. Dans les organisations de libération noire, elles subissent le sexisme de leurs collègues militants, elles subissent l'invisibilisation, elles subissent les violences patriarcales, elles subissent aussi la marginalisation et aussi les objectifs politiques de ces organisations sont centrés sur la réhabilitation des hommes et pas de toutes les personnes noires. Et dans les organisations féministes, surtout aux États-Unis et dans les pays comme la Grande-Bretagne, la France, ces mouvements sont centrés sur les femmes blanches de classe moyenne et supérieure, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas exactement les mêmes problèmes que les femmes noires, majoritairement de classe prolétaire, qui subissent et aussi le racisme. Donc, cette collection est extrêmement importante. Les personnes qui l'ont éditée sont aussi des membres fondatrices d'organisations politiques féministes noires extrêmement importantes, de maisons d'édition comme Barbara Smith. Et pour parler d'une organisation très importante et fondatrice, c'est le Kumbaya River Collective qui a été fondé en 1974 par les femmes que vous voyez sur la photo. Et on va lire un peu le début de leur déclaration. La déclaration du Kumbaya River Collective, vous pouvez le trouver en français sur Internet. C'est extrêmement long, c'est à peu près 14 pages. C'est une longue déclaration et c'est un texte extrêmement important. La déclaration du Kumbaya River Collective commence comme ceci. Nous sommes un collectif de féministes noires qui se réunit depuis 1974. Depuis lors, nous avons commencé un processus de définition et de clarification politique tout en poursuivant notre travail politique dans les groupes auxquels nous appartenions, en alliance avec d'autres organisations et mouvements progressistes. La définition la plus générale de notre politique actuelle peut se résumer comme ceci. Nous sommes activement engagés dans la lutte contre l'oppression raciste, sexiste, hétérosexuelle et de classe, et nous nous donnons pour tâche particulière de développer une analyse et une pratique intégrée basée sur le fait que les principaux systèmes d'oppression sont imbriqués. La synthèse de ces oppressions crée les conditions dans lesquelles nous vivons. En tant que femmes noires, nous voyons le féminisme noir comme le mouvement politique logique pour combattre les oppressions multiples et simultanées qu'affrontent l'ensemble des femmes de couleur. Dans ce texte, nous aborderons 4 grands thèmes. La genèse du féminisme noir contemporain, ce en quoi nous croyons, c'est-à-dire notre domaine politique spécifique, les difficultés organisationnelles des féminismes noirs, incluant une brève histoire de notre collectif, et le dernier, je ne vois pas le dernier, et les thèmes de la lutte et la pratique des féminismes noirs. Donc, on peut voir, et on va voir ça aussi dans les autres déclarations politiques des organisations qui ont été créées dans les années 70, on peut voir que les déclarations politiques suivent une structure assez particulière. Il y a une définition de qui nous sommes, ce contre quoi on se bat et en quoi nous croyons. Et on peut voir ici qu'il y a une définition extrêmement claire de la politique d'identité, c'est-à-dire du positionnement identitaire sur la question raciale, la question de genre, la question hétérosexuelle. Le Kumbaya River Collective, majoritairement de leurs membres étaient des femmes lesbiennes, et aussi sur la question de classe. Le Kumbaya River Collective est très ancré dans la gauche et dans le communisme. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas que de la question du féminisme et la question du racisme, mais de penser le racisme et le féminisme comme une question de classe et aussi comme une question de confrontation, de lutte des classes.
Ensuite, quand elles définissent la genèse du féminisme noir contemporain, c'est-à-dire qu'elles ont fait le travail, elles définissent dans la déclaration qui est un peu longue, le travail qu'on a vu hier, c'est-à-dire elles commencent à dire le combat des femmes sous l'esclavage, pendant la ségrégation, le mouvement des droits civiques. Donc, ça veut dire qu'elles font une genèse. Une genèse, ça veut dire c'est comment ça a commencé, comment ça s'est développé et où on en est. Et ensuite, elles vont dans leur idéologie politique, ça veut dire qu'elles basent une théorie politique et une idéologie politique à partir de la pratique. Et ça, c'est extrêmement important. Nous allons le voir avec d'autres organisations que la pensée féminisme noir se construit à partir de la pratique. Ensuite, on va voir se développer dans les années 70 et 80 un corpus théorique qui va aller dans l'université avec des intellectuels et des théoriciennes qui vont analyser, mais la plupart des grandes théories des féminismes noirs viennent de pratiques militantes qui ont été conceptualisées, c'est-à-dire qui ont été explicitées dans des déclarations comme cette déclaration du Kumbaya River Collective. Et après, elles vont sur les thèmes de leur lutte et la pratique des féminismes noirs, c'est-à-dire qu'elles donnent des exemples, etc. Cette déclaration est assez longue, comme j'ai dit, 14 pages, mais c'est un élément essentiel d'archives. Et on va voir aussi plus tard que les autres organisations des féminismes noirs ont cette double capacité en même temps de produire des mobilisations, c'est-à-dire qu'en même temps d'être à se mobiliser contre la guerre, contre les violences sexistes, contre le racisme, elles produisent des textes et des archives et des analyses. Et ça, c'est très courant, pas que dans le mouvement féminisme noir, mais c'est très courant dans les mouvements politiques, que ce soit les mouvements politiques noirs, communistes, anticolonialistes, des années après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale, jusque dans les années 80, la pratique du pamphlet. C'est-à-dire que la pratique du pamphlet, c'est des petits textes qui sont imprimés en beaucoup d'éditions et qui sont distribués. La pratique du pamphlet, c'était aussi commun à la fin du 19e. Le Parti communiste, Karl Marx, Engels, leurs petits textes étaient imprimés. C'est-à-dire que la pratique du pamphlet, c'est une pratique extrêmement répandue en Europe, mais aussi aux États-Unis par les organisations de gauche où des textes extrêmement percutants sont écrits collectivement, sont distribués. Parfois, ils sont signés par des organisations, parfois, ils ne sont pas signés par des individus quand il y a des risques de répression, mais on voit que la pratique du pamphlet aussi en Haïti sous la dictature était aussi répandue. Mais la pratique du pamphlet demande aussi une société avec un niveau de lettrisme assez important pour mobiliser les gens via l'écrit et non pas juste via l'oral. Donc, le Kumbaya River Collective, avec cette déclaration, reprend cette question du pamphlet et la déclaration est imprimée sur quelque chose noir et blanc, etc., facilement distribuable, où on peut lire, mais qui sert aussi d'archive. Et on voit à quel point l'archive, écrire ce que les organisations politiques font, sont extrêmement importantes parce qu'on est en 2023 et on peut revenir sur ça, on peut voir et ça permet de construire un mouvement. Là, on va voir un concept extrêmement important et c'est un concept théorique, la politique d'identité, qui a été conceptualisé par cette organisation militante. Et c'est extrêmement important de voir comment un concept assez important pour penser la condition de marginalité ne sort pas du monde universitaire, mais sort d'une organisation politique féministe. Donc, OK. La politique d'identité. Alors, je vais vous lire la définition de la politique d'identité qui est dans la déclaration du Kumbaya. Donc, le Kumbaya River Collective définit la politique d'identité comme ceci. Nous nous rendons compte que les seules personnes qui s'intéressent suffisamment à nous pour travailler de manière consistante pour notre libération, c'est nous-mêmes. Notre politique naît d'un saint amour pour nous-mêmes, nos sœurs et nos communautés, qui nous permet de continuer notre lutte et notre travail. C'est dans le concept de politique d'identité, identity politics,
que s'incarne notre décision de nous concentrer sur notre propre oppression. La politique la plus profonde et potentiellement la plus radicale émane directement de notre propre identité et non pas de lutte pour en finir avec l'oppression d'autres personnes. Dans le cas des femmes noires, il s'agit d'un concept répugnant, dangereux, menaçant et donc révolutionnaire, car au vu de l'ensemble des mouvements politiques qui nous ont précédés, que n'importe qui mérite davantage sa libération que nous. Nous rejetons les piédestaux et nous ne voulons ni le titre de reine, ni marcher 10 pieds en arrière. Être reconnue comme humaine, tout simplement humaine, nous suffit. Nous pensons que la politique sexuelle, sous le patriarcat, joue un rôle aussi important dans la vie des femmes noires que les politiques de classe et de race. Souvent aussi, nous avons du mal à séparer les oppressions de race, de classe et de sexe, parce que fréquemment, dans nos vies, nous en faisons l'expérience simultanée. Donc, dans cette définition extrêmement claire de la politique d'identité, vous verrez que ça ressemble aussi à un concept qui qui vient des études juridiques, qui a été conceptualisé par Kimberlé Crenshaw. Je vous renvoie au glossaire qui s'appelle intersectionnalité. Donc, ça renvoie aussi à ça et aussi ce qu'on appelle imbrication. Ça, c'est un concept, c'est dire que des personnes se retrouvent sous différentes dominations et que là, ce que le Kumbaya River Collective dit, c'est que la politique d'identité font que leur expérience du monde social, ce qu'elles vivent dans le monde social est impactée et par le racisme, et par le sexisme, et par le capitalisme, et aussi par l'hétérosexisme. L'hétérosexisme, c'est-à-dire les discriminations qui sont faites par les personnes qui ne sont pas sur les personnes qui ne sont pas hétérosexuelles. Donc, on peut voir ici qu'il y a une définition extrêmement claire de la politique d'identité comme un concept de mobilisation. C'est de dire que leur politique est basée sur leur identité. Contre lequel elles se battent est basé du fait parce qu'elles expérimentent ça. Donc, le particularisme, la singularité, la souveraineté sont trois fils tressés qu'on retrouve dans les féminismes noirs en concept minoritaire. Et c'est un exercice d'équilibrisme politique et idéologique. Le particularisme et la singularité sont souvent érigés en mots absolus des luttes collectives, et surtout par les mouvements de gauche, les mouvements marxistes, trotskistes de gauche, qui ne veulent pas diviser le prolétariat, c'est-à-dire ne pas diviser la classe sociale des travailleurs. Mais pour ne pas diviser la classe sociale des travailleurs, ça veut dire qu'on imagine la classe sociale des travailleurs étant homogène, c'est-à-dire que tout le monde est pareil, mais on sait très bien que la classe sociale des travailleurs est divisée par le genre, et dans les pays comme la France, les États-Unis, il est aussi divisé par la race, parce que être un travailleur pauvre noir aux États-Unis, ce n'est pas la même chose que d'être un travailleur pauvre blanc, donc il n'existe pas une classe prolétaire qui existe homogène en toutes choses égales par ailleurs. Donc, le particularisme et la singularité, comme je disais, sont souvent érigés en mots absolus des luttes collectives on les accuse de conduire à la séparation, à la fragmentation, au réductionnisme identitaire, au personnel. Ça veut dire qu'on va aller sur si telle personne est de telle identité, ça veut dire que cette personne est une bonne personne parce qu'elle est dominée. Ça, ce serait du réductionnisme identitaire. Ça veut dire considérer que quelqu'un, parce qu'il a une identité de dominé, que quelqu'un, parce qu'il est de classe populaire, est de fait un ange ou de fait a une éthique politique qui est pour la libération. Ça, c'est les identités des individus ne viennent pas avec une éthique politique. Ce n'est pas parce qu'on est dominé qu'on a une éthique politique ou une éthique révolutionnaire qui va de soi. Alors, moi, je me propose d'aller à rebours en m'inscrivant dans la lignée des principes de la pensée des féminismes noirs, en considérant que les particularismes et les singularités des sujets poétiques subalternes permettent d'éclairer, au contraire, la condition humaine. C'est-à-dire ce qu'on apprend des marges, et pour reprendre le titre du livre de Bell Hooks, de la marge au centre, mais aussi des théories sur les subalternes, sur la condition subalterne, la façon dont les marges, les personnes en marge sont traitées
éclaire la condition de l'humanité en général. C'est-à-dire qu'en étudiant comment des personnes marginalisées sont traitées, ce qu'ils subissent, on a une vision de dans quel système, dans quelle organisation politique, sociale et économique nous vivons. Cette entreprise est impossible sans la réhabilitation préalable d'un concept du concept de politique d'identité que le Kumbaya River Collective nous donne là. Donc, la définition que je viens de lire de la politique d'identité est claire et se traduit politiquement, non pas par une mobilisation autour de la reconnaissance individuelle des identités, mais par l'analyse de l'adaptabilité des systèmes de domination au regard des identités et des catégories socialement construites. Cette définition n'exprime ni la demande par chacune d'une reconnaissance individuelle de ses souffrances, ni l'instrumentalisation de son identité dans un contexte politique. La définition de politique d'identité que je viens de lire ne signifie pas non plus que l'expérience et le vécu sont des bases suffisantes pour construire des analyses et des projets politiques. Donc ça, c'est un point important. L'expérience, ça ne veut pas dire l'expertise. Ça ne veut pas dire que quelqu'un subit le sexisme ou le racisme, qu'il a une expertise. Parce que ça voudrait dire que tout le monde est expert du fait de son expérience. Une expérience est individuelle. Ce qui conduit une expertise, ce qui conduit une idéologie politique, ce qui conduit à faire un projet politique, c'est la capacité à mettre en commun les expériences, à voir ce qui est redondant, c'est-à-dire ce qui revient à chaque fois, ce qui relève du systémique et du structurel, et ce qui demande l'organisation collective pour changer quelque chose. Parce qu'il peut y avoir des personnes qui ont exactement la même expérience, c'est-à-dire la même expérience de discrimination sexiste, de violence sexiste, et vous allez avoir deux personnes qui vont avoir des politiques différentes. Une personne va devenir féministe et une autre personne va dire que toutes les femmes méritent d'être traitées comme ça. Donc, ça veut dire que l'expérience n'est pas suffisante. Quelqu'un qui vient et vous dit « oui, moi j'ai subi ça, donc je peux parler », oui, l'expérience peut servir à construire une politique, mais l'expérience tout seul ne peut pas construire un projet politique parce que notre expérience individuelle, elle est individuelle. Bien qu'elle renvoie à des choses collectives que d'autres personnes vivent, bien qu'on peut en tirer des leçons, bien qu'on peut en extrapoler, cette extrapolation a besoin d'autres contenus, que ce soit du contenu théorique de choses qu'on a déjà écrit, que ce soit du contenu qu'on crée avec d'autres personnes, de dire « oh, moi j'ai vécu ça, toi tu as vécu la même chose », etc. Ou aussi par des preuves, c'est-à-dire l'accumulation de données. Donc, s'organiser en s'appuyant sur la politique d'identité, c'est éviter le cul-de-sac que décrit l'essayiste afro-américaine Melissa Harris Perry. L'expérience, elle dit, Melissa Harris Perry, l'expérience personnelle est un lieu formidable pour concevoir des hypothèses, mais caduques lorsqu'il s'agit de les tester. Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'on peut faire des hypothèses à partir de notre vie, de ce qu'est la domination, mais comment on peut les prouver? On ne peut pas se baser que sur son expérience personnelle. Pour monter en généralité, il faut confronter les hypothèses qu'on a élaborées avec la réalité politique, et ça se fait collectivement. Donc, le concept de politique d'identité a subi un chemin un peu particulier parce qu'il a été attaqué par des groupes réactionnaires de la droite aux États-Unis et a été déformé par les groupes ensuite de la gauche marxiste. Ça veut dire que maintenant, politique d'identité, cette définition qui a été créée par une organisation féministe noire, est utilisée comme une insulte. Ça veut dire que si quelqu'un dit « oh, il faut soutenir Barack Obama parce qu'il est noir », quelqu'un va dire « oh, ça c'est de la politique d'identité ». Parce que soutenir quelqu'un juste parce qu'il est noir et en plus après il fait la guerre partout, c'est pas une politique. Donc maintenant, le terme politique d'identité, il a été dévoyé de son sens pour servir d'insulte où les gens vont dire tout le monde fait de la politique d'identité, alors que le bon terme
pour définir des personnes qui considèrent qu'être d'une identité, ça veut dire qu'on est radical, c'est-à-dire quelqu'un va dire « Oh, il faut soutenir tel ministre parce que c'est une femme sans regarder sa politique ». Le bon terme pour ça, ce n'est pas politique d'identité, parce que vous voyez bien que cette définition de politique d'identité n'a rien à voir avec ça. La définition de politique d'identité que Kumbaya River Collective, elle ne nous dit pas que toutes les personnes d'une identité sont des bonnes personnes. Elle nous dit on a basé une politique antiraciste, anti-sexiste et anticapitaliste à partir de notre identité. Donc, le bon terme à renvoyer aux situations où des gens disent qu'il faut soutenir un tel ou un tel parce que cette personne a une identité précise, même si cette personne a une mauvaise politique, ce serait réductionnisme identitaire. C'est-à-dire qu'on réduit l'identité de quelqu'un à quelque chose qui est de fait, intrinsèquement, qui est comme ça, révolutionnaire. Donc là, on voit que cette convergence entre l'extrême droite, les réactionnaires, et la gauche radicale pour dévoyer un concept qui a été créé non pas dans l'université, mais par des organisations de femmes noires et des organisations politiques, c'est un autre exemple de ce que je parlais précédemment, de la misogynie noire intellectuelle, parce que on ne traite pas des concepts, par exemple, qui ont été traités dans l'université ou par des occidentaux de la même façon. C'est-à-dire, il y a moins de dévoiement sur des concepts comme le concept de marxisme, comme le concept de capital, comme le concept de subalterne, comme les concepts faits par Gramsci, par exemple, parce que ce sont des concepts qui ont été formés dans des lieux de pouvoir symbolique. Mais comme le concept de politique d'identité vient d'organisations féministes et n'est pas lié à l'université, il est facilement attaquable et peu de personnes le défendent. Et on voit qu'il y a un discrédit politique et intellectuel systématique et très courant et beaucoup plus fréquent quand il s'agit de concepts qui ont été faits par des organisations de féminisme noir ou par des intellectuels noirs, femmes noires. Je pense au concept d'intersectionnalité qui a été conceptualisé par Kimberlé Crenshaw, mais aussi au concept de woke qui a été conceptualisé par des organisations militantes noires aux États-Unis, de self-care qui a été popularisé par la poète activiste Audre Lorde. Ça veut dire tous ces concepts qui sont nés en dehors de l'université, pour la plupart, à part intersectionnalité, par des organisations noires, maintenant deviennent des insultes. C'est-à-dire, les gens, ils font « Oh, est-ce que tu penses que tu es woke? Oh, ça, c'est du self-care. » C'est-à-dire qu'elles sont détournées. Et ils sont détournés parce que, justement, ils sont créés dans des espaces qui ne bénéficient pas, pour reprendre les termes de Pierre Bourdieu, de capital symbolique. Et de capital symbolique, c'est-à-dire un capital symbolique, c'est-à-dire c'est un capital qui renvoie à la légitimité. On va dire que la légitimité, c'est si quelque chose est fait dans une université, on va dire ça a plus de légitimité que quelque chose qui est dit pas dans une revue. Donc, il y a des institutions qui ont de la légitimité intellectuelle sur le savoir ou qui se mettent sur la question de la légitimité, sur le capital symbolique, c'est-à-dire qu'ils produisent du capital, c'est-à-dire que quand on sort de certaines institutions avec des diplômes, avec des livres, avec du savoir, on a un capital qui est symbolique, c'est-à-dire que ce n'est pas un capital qu'on peut toucher, c'est juste un statut qu'on a parce que le savoir qu'on a accumulé a été validé par une institution que la société ou la plupart des gens reconnaissent que cette institution, elle est à peu près sérieuse. Elle est à peu près sérieuse. Mais en tant que militant et dans une pensée radicale plus anarchiste, on va dire, on peut se poser la question, à quoi sert le capital symbolique? Le capital symbolique sert à exclure et à délimiter qui a du savoir qui sert à quelque chose et qui a du savoir qui ne sert pas à quelque chose. Et pendant longtemps, l'université, mais aussi les maisons d'édition, les émissions, ont été des endroits où, en fonction de qui est invité, qui peut parler là, qui peut avoir son diplôme, qui peut être professeur, on délimite qu'est-ce qui est le savoir, le vrai savoir, et qu'est-ce qui n'est pas le savoir. Mais il y a beaucoup de savoirs qui sont produits à l'extérieur du monde universitaire et à l'extérieur des canaux
de légitimité du capital symbolique. Et les organisations politiques, la littérature, d'autres endroits sont des endroits qui produisent du savoir. Mais le capital symbolique et la légitimité, c'est quelque chose qui, on va dire, non, ça, ce n'est pas sérieux parce que ça n'a pas le sceau de telle ou telle institution. Donc, on voit comment cette convergence réactionnaire, comme je l'ai dit, s'inscrit dans une forme particulière de négrophobie. Négrophobie, c'est un terme de Frantz Fanon, c'est le racisme contre les Noirs, et de misogynoir pour les termes théoriques qui renvoient et qui enlèvent toute légitimité intellectuelle au concept créé en dehors des organisations prétendument qui font de la politique sérieuse. OK. Là, on va voir comment tout change, mais rien ne change. Là, on a vu le Kumbaya River Collective. En 1991, il y a ce texte qui est paru. Enfin, ce n'est pas un texte, c'est une publicité qu'un groupe de femmes ont acheté dans le New York Times. Donc, c'était une pleine page achetée dans le New York Times. Et le titre, ça s'appelle « Femmes afro-américaines en défense de nous-mêmes, African American Women in Defense of Ourselves ». Et ce texte, publié en 1991, était pendant l'audition de Anita Hill. Je vous invite à regarder le film Anita, où il y a Kerry Washington qui joue dedans, devant le Congrès, face à Clarence Thomas. Et pourquoi je dis que tout change, mais rien ne change? Ça, c'était en 1991. Anita Hill a témoigné du fait qu'elle a subi de harcèlement sexuel de Clarence Thomas. Nous sommes en 2023. Clarence Thomas est maintenant juge à la Cour suprême des États-Unis. Il a fait passer le bannissement des lois. Il a vraiment poussé pour les bannissements des lois qui protègent l'avortement. Il est en guerre contre tout le monde, c'est-à-dire qu'il est vraiment raciste contre les Noirs. Il est pour la discrimination, contre tout ce qui est plus d'inclusivité. Donc, ça, c'était en 1991. En 1991, il était déjà dans un procès et on voit que tout change, rien ne change. On est en 2023. Cet homme qui, en 1991, a agressé sexuellement Anita Hill, plus de 20 ans plus tard, est dans les journaux parce qu'il est en guerre contre tous les droits reproductifs des femmes aux États-Unis. Donc, dans le contexte de ce hearing, c'est-à-dire de Anita Hill et Clarence Thomas, la presse communautaire, c'est-à-dire que la presse noire, les organisations noires, les églises, ont traîné dans la boue Anita Hill parce qu'il y avait une obsession pour protéger Clarence Thomas. Clarence Thomas qui allait à Yale en disant « Oh, il faut protéger, il y a tellement peu de Noirs qui réussissent, etc. » qui traitait Anita Hill de menteuse. Et on voit le lien avec, par exemple, le mouvement MeToo. C'est-à-dire que Anita Hill a eu le courage d'aller, de se défendre, mais la communauté ne l'a pas soutenue. C'est-à-dire qu'il y avait des pamphlets, des articles dans des magazines pour la communauté noire qui défendaient Clarence Thomas et disaient au mieux, même si elle avait été victime, pour protéger l'image, elle n'aurait jamais rien dû dire. Et on revient à ce que je disais précédemment, tous les Noirs sont des hommes et toutes les femmes sont blanches, sur le fait qu'il est demandé aux femmes noires en contexte minoritaire, parce que le racisme existe, la solidarité ou le silence. C'est-à-dire qu'elles sont condamnées à être solidaires ou à rester silencieuses quand elles sont victimes d'abus. Donc, ce texte qui s'appelle African American Women in Defense of Ourselves, femmes afro-américaines en défense de nous-mêmes, s'inscrit dans la lignée du Kumbaya River Collective, dans la lignée de ce qu'on a vu toutes les femmes du texte, toutes les femmes sont blanches, tous les noirs sont des hommes, sur le fait que les femmes noires en contexte minoritaire ne peuvent compter que sur elles-mêmes. Et je vous rappelle de ce que Kumbaya River Collective a dit dans leur déclaration, c'est qu'elles constatent qu'à chaque fois qu'elles veulent lutter,
tout le monde demande d'être libre avant elle. Tout le monde leur dit, OK, nous, on va faire nos trucs, vous pouvez attendre, etc. Et dans ce cas-là, on voit comment il a fallu, ça c'est une organisation et plus de 1600 femmes noires qui ont signé pour dire ça, c'en est trop, vous ne pouvez pas traîner dans la boue Anita Hill, vous ne pouvez pas être aussi antiféministe parce que l'antiféminisme et être contre Anita Hill, ça ne venait pas que des gens qui étaient réactionnaires. Ça venait d'organisations, par exemple, il y a des organisations Black Women in Church qui défendent des Clarence Thomas, des organisations noires, mais aussi des personnes assez décevantes qui sont des figures des femmes noires comme Maya Angelou, qui pensait que c'était terrible ce qui arrivait à Clarence Thomas. Donc, ce n'était pas que des gens réactionnaires qui étaient contre ça. Et dans ce texte, African American Women in Defense of Ourselves, c'est un texte de féminisme noir qui dit qu'en fait, que en plus de devoir compter que sur elles-mêmes en tant que femmes noires, les féminismes noirs doivent se défendre elles-mêmes parce que même des femmes noires qui subissent ça ne vont pas dire quelque chose face aux discriminations. Là, on va parler de circulation. Donc, on va sortir des États-Unis, on va aller en Grande-Bretagne, un autre pays anglo-saxon, et on va parler d'une figure révolutionnaire qui s'appelle Claudia Jones. Il y a un très, très bon livre écrit sur Claudia Jones de Carol Boyce Davis qui s'appelle Left of Karl Marx sur Claudia Jones, qui était une communiste, une révolutionnaire, et elle est à la gauche de Karl Marx parce qu'elle est à gauche de Karl Marx vu qu'elle est considérée plus radicale de Karl Marx dans le sens où elle produit des théories parce que le problème du marxisme et surtout de la pensée marxiste, c'est comment ils ont overlook, c'est-à-dire qu'ils ont regardé au-dessus la question raciale, la question coloniale, comment la question raciale et de l'esclavage produit une classe en soi. Donc, Claudia Jones, elle allait plus loin, donc à la gauche de Karl Marx au sens symbolique, c'est-à-dire Karl Marx, il est à gauche, mais elle est encore plus à gauche, mais aussi au sens pratique parce qu'elle est enterrée à gauche de Karl Marx également. Donc, à la gauche de Karl Marx, c'est sur Claudia Jones, qui est née dans les années 30. Elle était britannique, elle est allée aux États-Unis. Elle était aux États-Unis dans le Parti communiste américain. Elle s'est mobilisée. Elle a écrit un pamphlet qui s'appelle An End to the Neglect of the Problem of the Negro Woman, qui est traduit par pour mettre fin pour mettre fin à la négligence des problèmes des femmes noires. Elle a écrit ce pamphlet et c'était une féministe et elle a articulé la question de la race et de la classe et du genre. Et comme elle est communiste, effectivement, il y avait une forte question de classe. Et elle dit dans ce pamphlet, à partir du moment où les femmes noires s'engagent dans l'action, le militantisme du peuple noir tout entier et par conséquent celui de toutes les forces anti-impérialistes s'en trouve amélioré. Et là, on retrouve quelque chose qui est extrêmement courant dans la pensée féminisme noire où on dit si les femmes noires sont libres, tout le monde est libre. Ce fait de dire si toutes les femmes noires sont libres, tout le monde est libre, ou si les femmes noires sont dans un mouvement, tout le monde est amélioré. On revient dans la question de l'articulation, vu que, comme a dit Kumbaya River Collective, une politique féminisme noir radicale se bat contre le racisme, contre le sexisme et contre le capitalisme. Ça veut dire que si les personnes qui sont du groupe, qui subissent et le sexisme, et le racisme, et le capitalisme sont libres, ça veut dire que ces systèmes de domination n'existent pas. Ça veut dire que, de fait, les autres personnes sont libres aussi. Donc, c'est ça que ça veut dire. Si les femmes noires sont libres, les autres sont libres. Ça veut dire que si les femmes noires sont libres, le racisme anti-noir n'existe plus, le sexisme n'existe plus et le capitalisme n'existe plus. Donc, les femmes blanches sont libres parce qu'elles avaient un problème avec le patriarcat. Les autres qui ont un problème avec le racisme aussi sont libres. Et les classes prolétaires blanches aussi sont libres parce qu'elles ont un problème avec le capitalisme. Donc, c'est ça que ça traduit. Donc, là, on va parler de circulation. Donc, Claudia Jones, elle n'est pas afro-américaine, elle est caribéenne. Et donc, elle est britannique, comme j'ai expliqué. Vous pouvez aller écouter un super podcast fait par le collectif Case Rebelle. C'est un collectif basé en France qui a un podcast qui s'appelle « Sur les Caribéennes révolutionnaires » et qui a un très bon article sur Claudia Jones également.
Donc, Claudia Jones, qui est à l'origine, parce qu'elle est caribéenne, du carnaval de Notting Hill. Donc, quand vous entendez parler du gros carnaval de Londres, il a été lancé par une femme noire, marxiste, communiste et féministe noire en 1959. Elle a été expulsée des États-Unis, elle a été emprisonnée, expulsée des États-Unis pendant qu'il y avait le McCarthyisme, c'est-à-dire la guerre, la chasse aux communistes. Elle est retournée en Grande-Bretagne et elle croit à l'organisation communautaire. Donc, elle a commencé une manifestation pour un carnaval 1959 où c'était la communauté caribéenne, c'est-à-dire les anglophones, Barbade, Trinidad, qui étaient extrêmement nombreux à Londres, mais extrêmement marginalisés, des problèmes de violence policière, le racisme qui subit, et utiliser le carnaval comme une déclaration politique. Donc là, on voit comment, en mobilisation culturelle, c'est une façon assez originale d'utiliser le carnaval, de faire quelque chose qui vienne des cultures des personnes. Là, contrairement aux Afro-Américains, on passe sur la question de la migration. Là, si vous vous souvenez, pour celles et ceux qui étaient là hier, quand je parlais de la diaspora historique et la diaspora géographique, là, dans le classe de Claudia Jones et des Noirs en Grande-Bretagne, là, on est concentré sur la diaspora géographique, c'est-à-dire des personnes qui ont migré. Et quand des personnes ont migré, il y a un attachement sur qu'est-ce qu'on retient de la culture. Et là, Claudia Jones a fait une mobilisation politique autour d'un élément culturel extrêmement important pour les Caribéens, comme vous le savez, le carnaval. Et après, il y a eu le carnaval comme vous le connaissez maintenant, comme vous pouvez le voir à la télé de Londres. Sa version date de 1966 dans sa version melting pot, etc. Donc là, on voit une circulation. Elle était aux États-Unis, expulsée, elle va en Grande-Bretagne et on voit une circulation de la pensée, mais aussi des modes d'organisation différemment. Donc, je voulais juste vous faire un petit point sur quelques figures en dehors. Donc, on a vu beaucoup sur l'Amérique du Nord. Là, on va sortir de l'Amérique du Nord, mais j'aurais pu parler, c'est parce que le temps nous manque, de figures extrêmement importantes comme Ida Wells, qui luttait contre le lynchage, qui était une journaliste, une féministe noire extrêmement importante, sous l'esclavage, Sojourner Truth, qui est extrêmement importante, et d'autres mouvements, surtout des mouvements antiségrégationnistes, etc. Mais là, on va aller dans le féminisme noir contemporain, c'est-à-dire dans ces générations 70, et comment les années 70 ont été des années extrêmement prolifiques dans différents endroits de la diaspora. Donc, vous voyez, dans les années 70, là, j'ai fait un petit récapitulatif. On a The Congress of Black Women au Canada, le Congrès des femmes noires, qui est créé en 1973. En 1973, vous avez The National Black Feminist Organization aux États-Unis. En 1974, le Combahee River Collective, qu'on vient de voir. En 1976, à Paris, la Coordination des femmes noires. En 1978, The Organization of Women of Asian and African Descent en Grande-Bretagne. Donc, contrairement aux autres, en Grande-Bretagne, c'était une organisation mixte avec des femmes qui étaient noires et des femmes asiatiques. En 1982, à Paris, on a le mouvement pour la défense des femmes noires, le MoDéFEN. Et un peu plus loin, en 1986, nous avons Les femmes afro-allemandes parlent. C'est un livre fondateur. Il va être traduit par les éditions Case Rebelle l'année prochaine, enfin en 2024. Et en 1986, pourquoi l'Allemagne, c'est un peu plus après que 1974, c'est que les lois de naturalisation, et vous verrez que la communauté allemande, contrairement à la communauté noire en Allemagne, contrairement à la communauté noire en Grande-Bretagne ou en France, qui est composée de personnes de l'immigration postcoloniale, c'est-à-dire des colonies, des anciennes colonies de la France,
et qui sont devenus français après, dans les années 90, etc., les Allemands, c'est beaucoup composé de personnes métisses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une communauté de personnes avec 2 parents noirs qui, eux, sont arrivés, étaient migrants, leurs enfants deviennent français. En Allemagne, les Afro-Allemands, c'est énormément de personnes métisses et très peu de personnes, comment dire, de seconde génération. Mais c'est aussi dû au fait, c'est aussi dû à la politique migratoire de l'Allemagne, mais à la politique de naturalisation également. En France et en Grande-Bretagne, on a ce qu'on appelle le droit du sol, qui fait qu'on est français quand on est en France, comme aux États-Unis. Mais en Allemagne, c'est un peu plus compliqué. Et vous verrez qu'il n'y a pas l'Italie, parce que l'Italie, c'est encore plus compliqué, vu que jusqu'à présent, c'est extrêmement, extrêmement difficile de devenir italien, même si vous naissez en Italie de parents qui ne sont pas italiens, surtout qui ne sont pas européens. Et c'est devenu de plus en plus compliqué. La plupart du temps, la seule façon que pour être Mario Balotelli, il faut être adopté ou être marié, mais c'est très, très difficile. Les Italiens ne naturalisent pas les gens, même les gens qui ont vécu toute leur vie. L'Espagne et le Portugal aussi l'Espagne aussi avait des lois extrêmement difficiles. Donc, comme je ne peux pas faire l'historique de tous les mouvements du Canada, de la Grande-Bretagne, etc., je vais me concentrer sur un mouvement particulier, c'est-à-dire sur l'évolution d'un mouvement particulier, et celui que je connais le mieux, c'est-à-dire celui de la France. Mais je tenais à vous montrer d'autres exemples, parce que là, c'est le contemporain, c'est-à-dire c'est les années 70, mais là, on va voir, là, je voulais juste vous montrer des groupes qui étaient avant les années 70, mais ce qui sépare ces groupes des autres groupes que je viens de vous montrer, ces groupes, c'est des regroupements de femmes noires, mais on ne peut pas techniquement parler de féminisme noir. C'est-à-dire, c'est comme s'il y a un regroupement de personnes qui ont une identité, mais il n'y a pas une production de dire qu'on a une idéologie. C'est extrêmement important. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'on dit. Parfois, on peut dire que il y a des gens, ils ont des pratiques féministes, mais sans se dire féministes. Ça, c'est quelque chose de très courant. Mais pour construire un mouvement politique, c'est important d'utiliser les termes. C'est-à-dire, on peut dire que les individus ont des pratiques féministes sans se dire féministes, mais pour avoir un mouvement politique, une idéologie politique, construire un vocabulaire et une grammaire est important. C'était important de dire le mot prolétariat, capital, force de travail, captation du capital pour construire une pensée communiste et marxiste. Et c'est important, même si des gens peuvent être dedans, c'est important pour construire une pensée politique. Donc, c'est important de faire la différence entre des personnes ou des groupes qui peuvent avoir des pratiques féministes et des groupes qui se déclarent féministes et qui embrassent le mot féministe et qui théorisent leur féminisme. Parce que quand des groupes, comme on a vu le Kumbaya River Collective ou d'autres groupes qu'on va voir, théorisent et mettent dehors une idéologie politique, ce qui se passe, c'est que des années après, on peut avoir une conversation autour de cette idéologie. On peut avoir un débat autour des concepts. On peut avoir un débat autour de est-ce que ce qu'ils ont fait était en accord avec ce qu'ils ont dit. Mais quand on est dans le flou et dans le vibe, c'est un vibe, oui, on peut avoir et dire oui, on a fait ça, mais comment on est jugé à l'histoire si personne a quelque chose pour dire, ben voilà, vous avez dit ça, vous avez fait ça et vous avez produit ça. Donc, c'est extrêmement important, même si on ne retire pas le fait que des gens peuvent avoir des pratiques féministes sans se dire féministes, mais je pense qu'il y a un danger et un glissement de dire que ce n'est pas important de se déclarer féministe. Si c'est important de se déclarer féministe, parce que la bataille idéologique, les batailles idéologiques et les batailles politiques se construisent aussi autour des batailles d'idées, se construisent aussi autour des batailles de grammaire, se construisent aussi autour de l'identification, de l'appellation. Et c'est parce que c'est important que dans les mouvements de libération, que ce soit pendant la décolonisation en Afrique, c'était important de dire qu'on était anticolonial. C'était important de dire abolitionniste. C'était important que pour le Burkinabé, par exemple, de changer de nom, de parler de libération nationale. Et les mots sont importants et les mots ne sont pas simplement
pour dire c'est juste un label. Oui, les mots sont un label, bien sûr. Parfois, on peut avoir le label et pas la politique. Mais ce qui fait partie de la politique, c'est aussi d'avoir la grammaire qui va avec. Et avoir une grammaire qui va avec, c'est s'inscrire et accepter la généalogie. Ça veut dire que ce qu'on fait, il ne sort pas du ciel, qu'on s'inscrit dans une histoire, qu'on n'invente pas l'eau chaude, que peut-être on ne refait pas la roue, mais qu'on bâtit sur ce qui a déjà été créé. Et c'est important. Donc, là, on va se focaliser, comme je vous ai dit, sur une partie, un mouvement que je connais mieux. Donc, on va faire une généalogie spécifique. Donc, c'est un zoom pour vous montrer comment un mouvement évolue et on va se concentrer sur la France. Donc, on va commencer avec les sœurs Nardal. Les sœurs Nardal qui sont, là, vous avez Paulette, Lucie et Jeanne Nardal. C'était 3 sœurs, elles avaient un salon en France. Elles sont, comment ça dit, les fondatrices invisibilisées de la négritude. Elles ont créé, Paulette a créé la Revue du Monde Noir en 1931. Paulette Nardal a un engagement féministe. Elle a créé en 1944 le Rassemblement féminin, qui est aussi une revue. Elle adorait les revues, qui s'appelait La femme dans la cité. Et ce qu'on voit, c'est que les sœurs Nardal, qui étaient aussi dans les conceptrices de le premier congrès des artistes et des écrivains noirs qui a lieu à la Sorbonne en 1956, si je me souviens bien, où il y avait François Fanon, Jacques-Stéphane Alexis, où il y avait Aimé Césaire, comment il s'appelle, le Sénégalais, Senghor, Léopold Sédar Senghor, j'oublie toujours le nom de ce traître. Donc, il y avait Léopold Sédar Senghor et beaucoup d'autres. James Baldwin était là aussi. Donc, c'était un gros congrès en Sorbonne et c'était pendant les luttes anticoloniales. La Revue du Monde Noir, les Sœurs Nardal, le mouvement de la négritude. Elle travaille aussi beaucoup avec Suzanne Césaire, qui est aussi une intellectuelle, qui était mariée avec Aimé Césaire. Et elles ont produit beaucoup de textes sur la condition des femmes noires, beaucoup de textes sur l'anticolonialisme, beaucoup de soutien aux luttes coloniales qui avaient lieu au moment, c'est-à-dire de décolonisation en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Nord. Beaucoup de réflexions sur la Caraïbe, parce que la Martinique et la Guadeloupe étaient autonomes ou indépendantes. Et ça, c'était vraiment un débat qui a été tendu en 1956 lors du congrès des artistes et lors de ce congrès, ça a un débat tendu, notamment entre Jacques-Stéphane Alexis et Aimé Césaire, où Aimé Césaire était pour une sorte d'autonomie, Aimé Césaire qui est devenu maire de Fort-de-France, et les Haïtiens qui étaient pour « mais pourquoi vous ne voulez pas être indépendants ?» Donc, je vous invite à aller sur le site de la Banque de la Bibliothèque nationale de France. Il y a les retranscriptions de ce congrès et c'est assez intéressant de voir les débats d'idées entre ces personnes. Joséphine Baker était aussi là, si je me souviens bien. Donc, on voit que la figure des sœurs Nardal ont été invisibilisées. Quand on parle de la négritude, on parle rarement d'elle, on parle rarement de Suzanne Césaire, on parle rarement du fait que la Revue du Monde Noir, c'est vraiment un bijou pour voir c'était quoi les débats d'idées qu'il y avait dans les mondes noirs entre les États-Unis, l'Afrique, la Caraïbe, en France, la diaspora, etc. Là, on voit la première organisation contemporaine, 1976, et avec ce pamphlet qui est publié en 1978. Donc, 1976, c'est 3 ans après le Kumbaya River Collective. Donc, on voit que des deux côtés de l'Atlantique, il y a ces constitutions d'organisations féministes noires et on voit qu'ils se ressemblent beaucoup. C'est-à-dire, comme le Kumbaya River Collective, les fondatrices du Kumbaya River Collective, elles se sont rencontrées quand elles faisaient leurs études à New York. 2 des cofondatrices étaient dans la même université dans laquelle je suis, à la New School à l'époque.
et elles étaient à New York et elles ont construit l'organisation. La coordination des femmes noires, la plupart, c'est des femmes qui viennent de Martinique, Guadeloupe et des femmes qui viennent ce qu'on appelle les récentes anciennes colonies pour la plupart de la France et qui sont des étudiantes aussi à Paris. Donc, sur le campus de Paris, elles se rencontrent et elles s'organisent. Et ça se passe aussi dans un moment d'ébullition, que ce soit aux États-Unis et en Europe, de la seconde vague de féminisme, c'est-à-dire sur la libération sexuelle. Et en même temps, il y a des débats anticoloniaux. Et ce qu'on voit ici, je vais vous lire la déclaration de la coordination des femmes noires, c'est comme le Kumbaya River Collective aux États-Unis, comme en Grande-Bretagne, la plupart de ces femmes n'étaient pas dans des organisations, je reviens avec ce que disait Toni Morrison, ce que j'ai lu de Toni Morrison précédemment, elles n'étaient pas dans des organisations féministes majoritairement blanches. Elles étaient majoritairement dans des organisations noires, dans des organisations anticoloniales, dans des organisations antiracistes, etc. Et c'est à cause du sexisme qu'elles ont subi dans ces organisations qu'elles ont créé leur propre organisation. Donc, c'est intéressant de voir comment euh, elles ont mis un pied dedans, un pied dehors. Le Kumbaya River Collective, elles ont dit dans leur déclaration, elles restent dans certaines organisations, mais elles avaient besoin de leur propre espace. Donc, je vais vous lire, ça c'est un pamphlet qu'elles ont sorti, et je reviens à ce que j'ai dit, de la même façon que la déclaration du Kumbaya River Collective. Le fait de produire des archives, de produire de la pensée, ce sont la plupart des étudiantes. Elles sont étudiantes, elles sont en France, elles se mettent ensemble, etc. Donc, il y a la question de la production de petits pamphlets, etc. Qui, là, vous avez la photo du pamphlet, c'était imprimé sur des feuilles A5 à la Sorbonne et à Nanterre, distribué comme ça. Et ce pamphlet, c'est comme un petit journal, ça veut dire qu'il y a des petits articles ou des déclarations sur l'apartheid en Afrique du Sud, sur l'excision en Afrique de l'Ouest, sur, comme je vous ai dit, non aux avortements suicides. Et là, comme je l'ai dit, comme j'ai dit hier, tout change et rien ne change. Ça, c'est en 1978 et on parlait de la question des avortements et on est en 2023 et on repart de la question des avortements. Donc, la déclaration de la coordination des femmes noires. Elles disent, la coordination des femmes noires, ce sont des femmes qui veulent que cesse le ghetto social et politique dans lesquels elles sont durement rejetées dans l'immigration. La conscience de classe est là pour certaines, elles arrivent pour d'autres et ensemble, nous voulons sortir notre oppression d'un cadre individuel. À partir de la confrontation de notre vécu en tant que femme et en tant que noire, nous avons pris conscience que l'histoire des luttes dans nos pays et dans l'immigration est une histoire dans laquelle nous sommes niés, falsifiés. Sont sortis de l'oubli les prisons des femmes, la participation des femmes dans les combats coloniaux, le rôle dans le maquis, leur utilisation au lendemain des indépendances, entre guillemets, dans les partis uniques, le commerce des femmes mauriciennes vendues aux paysans de Lozère et de France, la stérilisation forcée pratiquée sur les Noirs aux États-Unis, des West Indies et des Antilles, entre guillemets, françaises, et toutes les violences exercées sur nous au nom des prétendues traditions, authenticité et devoirs révolutionnaires. Excision, polygamie, glorification de la reproductrice, disponibilité sexuelle et ménagère vis-à-vis des camarades militants. Alors, je vais m'arrêter là pour la première partie. Vous voyez bien que le thème est sur l'invisibilisation encore, le et par le pouvoir colonial. Donc là, on a les violences de l'État, et là, on parle de l'État français, du colonialisme français, où l'État français a abusé systématiquement des femmes sous le régime colonial, mais de tout le monde, mais des femmes de manière spécifique. Mais elle parle aussi de, comme ils disent, authenticité et devoir révolutionnaire, disponibilité sexuelle et ménagère vis-à-vis des camarades militants. Ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur des organisations, où beaucoup d'entre elles sont passées dans des organisations comme le témoigne dans le livre The Revolution Has to Come. C'est un livre sur les femmes dans le Black Panther Party qui explique comment
il y avait des abus sexuels répétés et qui étaient demandés aux femmes de servir de boniches et de pourvoyeuses sexuelles au nom de la révolution pour aider les hommes à porter la révolution. Et ça se passait aussi pendant les combats coloniaux. Pour continuer, elle continue, ça c'est la partie qui n'est pas sur l'écran. Aucun secteur de la société soumis à l'oppression, qui soit composé de minorités raciales ou de femmes, ne peut remettre la direction et le développement de sa lutte pour la libération à d'autres. Pourquoi? Nos luttes en tant que femmes est avant tout autonome, car de la même façon que nous entendons combattre le système capitaliste qui nous opprime, nous refusons de subir les contradictions des militants qui, tout en prétendant lutter pour le socialisme, sans guillemets, n'en perpétuent pas moins dans leur pratique à l'égard des femmes un rapport de domination qu'ils dénoncent dans d'autres domaines. La coordination des femmes noires n'entend se figer ni dans l'immigration, donc, vous voyez que cette déclaration pointe du doigt les problèmes et on revient à tous les Noirs sont des hommes et toutes les femmes sont blanches. Elles disent bien que dans leur organisation, elles parlent des contradictions des militants qui, tout en prétendant lutter pour un socialisme sans guillemets, n'en perpétuent pas moins dans leur pratique à l'égard des femmes un rapport de domination. Et ça revient à ce que le Kumbaya River Collective a dit ou d'autres collectifs, c'est que beaucoup dans ces organisations noires radicales communistes, des hommes, sont sexistes. Et Thomas Sankara disait que de genre. Donc, elle quitte ces organisations, elle la question la question de la polygamie, la question de l'ethnographie, la question du colonialisme également. On va passer à un autre mouvement, ça c'est en 1982, c'est-à-dire que c'est quelques années après, qui s'appelle le Mouvement pour la défense des droits de la femme noire, le MODEFEM, qui a été créé par Lydie Bounia, qui était une journaliste et une écrivaine d'origine camerounaise qui vivait en France. Et le MODEFEM aussi, c'est-à-dire le MODEFEM, ça, ils avaient un petit pamphlet, et le pamphlet, on revient à ça, c'est-à-dire il y avait une collection de textes qui parlaient de l'actualité. En 1980, c'est vraiment, on est au cœur des lois racistes contre l'immigration, etc. Donc, dans ce pamphlet, le MODEFEM dit « Femmes noires et immigrées, le sexisme courant réservé aux femmes de toute origine et le racisme ordinaire qui s'adresse aux immigrés des deux sexes sont aggravés dans le cas des femmes africaines et antillaises par des conditions de vie en porte-à-faux entre les exigences du pays d'accueil et celles de la tradition. Face à la société française dans son ensemble, le MODEFEM tente de briser l'image fortement érotisée et dévalorisée attachée aux femmes noires face aux hommes de leur communauté. Il lutte contre les coutumes héritées du pays d'origine, la polygamie ou l'excision par exemple, mais contradictoire avec les valeurs ou le mode de vie français. Donc là, on voit que le MODEFEM, contrairement à ce qu'on avait étudié sur le féminisme noir aux États-Unis, il y a la question de l'immigration. Il y a la question de, là, on parle de personnes qui sont en situation de migration, qui arrivent en France, qui vont rester en France, qui ne vont pas retourner.
et qui sont entre les deux et qui doivent faire un combat féministe qui est à la fois antiraciste, ça veut dire qu'elles doivent se battre contre le racisme du féminisme en France, qui est exotisé, qui est ethnographié, qui est raciste, mais en même temps, elles doivent se battre contre le sexisme intracommunautaire. Ça veut dire que ce n'est pas parce que le système français dit que bon, toutes les communautés noires sont sexistes qu'il faut avoir un discours qui dit non, 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 on est parfait, mais dire qu'on peut se battre contre les deux et dire que oui, il y a des discours racistes, mais oui, c'est vrai qu'il y a du sexisme qui existe. Que ce soit la coordination des femmes noires ou le MoDeFem, elles ont duré 1982-1994 pour le MoDeFem, 1978-1990 pour la coordination des femmes noires. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que la plupart de ces femmes, le centre de leur existence, n'était pas vraiment la France. C'est que la plupart, elles étaient étudiantes, elles arrivaient des dom-toms, elles arrivaient du Sénégal, du Cameroun, d'autres pays. Elles ont écrit des livres comme le fameux livre de Awa Thiam, La parole aux négresses. Mais à un moment, comme le centre de leur vie n'était pas la France, elles sont reparties. Elles sont parties, elles ont vécu leur vie, elles sont reparties dans leur île ou dans leur pays, etc. Donc, ce qui a conduit à, contrairement aux États-Unis, il y a eu une rupture, c'est-à-dire qu'il y a eu, comment ça s'appelle, une absence de continuité. Ça veut dire que là, ces mouvements, on ne peut pas dire que ces mouvements, ce sont des mouvements de féminisme noir, mais ce ne sont pas des mouvements afroféministes. Ce sont des mouvements de féminisme noir parce que c'est des mouvements féministes qui articulent la question de la race et la question du genre, qui sont composés de femmes noires, mais parce que le centre et leur identité, surtout la plupart, n'étaient pas de nationalité française, n'ont pas cette identité, et ce que Paul Gilroy, qui est un universitaire, un sociologue, urbaniste, qui a écrit un livre fondateur qui s'appelle L'Atlantique noir, The Black Atlantic. Il a aussi écrit un essai qui s'appelle Il n'y a pas de Union Jack, il n'y a pas de union dans Union Jack, qui parle du fait que d'être dans l'Atlantique noir, la question de double loyauté sur les personnes qui sont afro-européennes, par exemple, c'est-à-dire que les personnes qui sont descendants de l'immigration post-impérialiste, post-coloniale pour la Grande-Bretagne, pour la France, pour l'Allemagne, et qui ont cette nationalité sur le papier sont censés être égaux, mais ne sont pas égaux et vivent avec des loyautés d'un pays d'origine qui est le pays de leurs parents, mais avec une identité noire qui va au-delà du pays d'origine et au-delà de la France. Donc ces mouvements, ce ne sont pas des mouvements afroféministes, ce sont des mouvements des féminismes noirs. Et rappelez-vous de ce que j'ai dit hier avec la première décantation. Donc, dans les mouvements, dans les féminismes noirs, on a les féminismes noirs en diaspora, les féminismes noirs sur le continent africain et les autres féminismes noirs de la diaspora géographique, c'est-à-dire en France, etc., les gens de l'immigration, et de la diaspora historique en Haïti, en Jamaïque, et la diaspora historique en minorité, comme les Afro-Américains. Dans ce cas-là, c'est un féminisme noir en diaspora géographique, mais dans les féminismes noirs en diaspora géographique, vous avez féminisme noir comme eux, et ensuite vous avez un autre mouvement qui arrive plus tard en France, dans les années 2012, qui s'appelle l'afroféminisme. Et l'afroféminisme, c'est un mouvement qui arrive plus tard parce qu'il arrive par la redécouverte. Et quand je dis la redécouverte, c'est parce que comme il y a eu une coupure et il n'y a pas eu de transition, des jeunes femmes qui sont de nationalité française, qui sont aussi étudiantes, beaucoup, comme les présidentes, tout change, mais rien ne change. Donc, elles sont de nationalité française, elles ont grandi en France, elles ne sont pas dans les luttes anticoloniales, elles sont pas entre les deux, mais qui sont de nationalité française, avec deux premières générations, redécouvrent l'existence de ces groupes, redécouvre des textes que ça s'appelle des sœurs Nardal, parce que bien sûr, ça, ce n'est pas enseigné nulle part en France. Hein. Donc, elles redécouvrent ça en parallèle de leur socialisation intellectuelle à l'université. Et c'est parce que leur expérience à l'université de racisme, de sexisme et dans les organisations noires et dans les organisations féministes aussi font qu'elles se retrouvent. Et pourquoi beaucoup d'organisations, pas que des organisations féministes,
pas que des organisations antiracistes aux États-Unis, en France, mais même en Haïti contre la dictature, sont les campus universitaires. C'est parce que les campus universitaires sont le lieu idéal où il y a le croisement de la disponibilité en temps et de la disposition à apprendre des choses nouvelles. Et parce que les campus universitaires et les universités sont ces lieux de bouillonnement où il y a des personnes qui sont jeunes, qui apprennent des nouvelles choses, qui ont plein d'énergie et qui apprennent des concepts, qui veulent les mettre en pratique, on a un peu partout, que ce soit en Amérique du Sud, avec le mouvement au Chili pour Salvador Allende, les campus universitaires sont des lieux hautement de bouillonnement et de départ de mobilisation. Et on voit que quand il faut faire de la répression, actuellement au Sénégal, mais on voit aussi dans d'autres endroits, qu'est-ce qu'on fait? On coupe les campus universitaires, on s'attaque aux étudiants, etc. Parce que les étudiants, ils ont les deux choses qui manquent parfois au groupe prolétaire, c'est-à-dire du parce qu'il y a des espaces pour se rencontrer et il y a des espaces des tiers-lieux. Un tiers-lieu, c'est un endroit qui n'est pas chez vous, qui n'est pas votre lieu de travail, qui est un lieu où vous pouvez vous rencontrer pour faire autre chose. Donc, on voit qu'en 2012, le mouvement afroféminisme en France renaît à la base en repartant en faisant un détour. Donc, le détour, ce qu'il fait, et ça naît sur Internet avec Twitter, avec les blogs, avec Tumblr, où il y a des traductions de textes et ça commence avec des individus, c'est-à-dire des personnes sur Twitter qui traduisent des textes en anglais, de l'anglais vers le français, c'est-à-dire c'est les premières traductions artisanales des textes de Bell Hooks, des textes de Audre Lorde, des textes de Kumbaya River Collective, des textes sur l'intersectionnalité, des débats, et parce que Twitter à l'époque et Tumblr, c'est un espace de décloisonnement, c'est-à-dire qu'elles sont aussi en conversation avec les féminismes noirs en Grande-Bretagne, aux États-Unis, et ça veut dire qu'il y a un échange. Donc, ça part des individus, c'est-à-dire de blogueuses, de différents blogs, de conversations, de Twitter, etc. Et ensuite, dans les années 2012, il y a les premières organisations qui s'appellent afroféministes. Donc, c'est-à-dire afroféministes, le terme afro est pour l'identité noire en général. Et pourquoi afroféministe et pas black feminism? C'est que, dû de l'histoire de l'immigration en France, il y a comme ça s'appelle, une volonté de lier cette histoire à l'histoire de l'immigration postcoloniale et, comme je dis, l'immigration après les indépendances africaines. Donc, en 2012, il y a la création du collectif Afrofem à Paris. En 2014, il y a la création du collectif Moissy. En 2017, il y a toujours à Paris. En 2017, il y a la création du collectif Saotier à Lyon. En 2017, collectif afroféministe de Lille. Et en 2020, il y a les collèges afroféministes à National et à Strasbourg. Donc, on peut voir que la multiplication de ces organisations viennent à une période où il y a une masse critique. Mon écran est parti. Il y a une masse critique d'individus qui sont passés par des organisations. La plupart du temps, les afroféministes que j'ai rencontrés dans ma recherche viennent d'organisations panafricaines, des organisations culturelles ou des organisations de féminisme noir. Afrofem ou Moissy Moissy a été créé par des militantes congolaises et la première mobilisation, c'était contre l'utilisation du viol comme arme de guerre au Congo, par exemple. Donc, c'est très lié à l'histoire de l'immigration et très lié avec ce qui se passe dans des pays d'origine. Donc, on a des collectifs qui sont composés de première génération, c'est-à-dire leurs parents ne sont pas français ou se sont arrivés en France et eux, c'est la première génération. Donc, en 2010, on arrive à un moment critique où vous avez des personnes qui ont autour, je pense que quand on a commencé, j'avais autour de 23 ans et qu'on se rencontre sur Facebook, sur Twitter et on commence ces projets et ces organisations et ces débats et on crée
des organisations et on milite dans ces organisations. Mais comme je le disais précédemment, j'ai perdu mon slide. Voilà, comme je disais précédemment, tout change et rien ne change quand même. La réponse aux afroféminismes comment ça s'appelle, est dans un contexte de grande hostilité. Là, vous pouvez voir des photos d'événements organisés, par exemple, le collectif dont je faisais partie, qui s'appelle le collectif Moissy. Et le fait, parce que la question raciale en France est une question qui clive extrêmement et qui a des anxiétés particulières en France, la question raciale clive extrêmement, qui fait que les collectifs afroféministes sont accusés de séparation par les organisations des féministes blanches, même si la plupart des afroféministes n'étaient pas dans des organisations féministes blanches, sont accusés de division par des organisations majoritairement composées d'hommes noirs, et sont accusés aussi d'être contre l'esprit républicain par l'État français. Et il y a eu un point de culmination où le festival de l'organisation poétique Moissy, afroféministe, en 2017, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a voulu interdire le festival parce qu'il y avait certains espaces qui étaient réservés aux femmes noires. Donc, on peut voir que l'hostilité est liée vraiment à la question raciale, mais l'hostilité ne vient pas que de l'État, l'hostilité vient aussi des organisations majoritairement blanches de féministes et des organisations noires composées majoritairement d'hommes qui accusent ces organisations afroféministes de diviser la lutte. Et comme pour le Kumbaya River Collective ou pour d'autres organisations, les collectifs afroféministes, dans leur déclaration, Moissy a écrit un livre qui s'appelle Afrofem, mais dans leur déclaration, ils se posent très clairement contre le racisme d'État en France, contre la négrophobie, contre le colonialisme, et ils ont toujours cette approche extrêmement internationaliste, c'est-à-dire sur les questions d'exploitation, de néocolonialisme, d'impérialisme, et avec une position particulière concernant la France, avec la question de la Guadeloupe et de la Martinique, qui sont des colonies départementalisées, c'est-à-dire avec une approche anticolonialiste assez radicale, et aussi avec la question de créer des archives, de créer de la formation et de créer du contenu, mais aussi d'être dans des mobilisations, c'est-à-dire à être dans la rue, se mobiliser et faire des manifestations contre les actes et sexistes et racistes qui arrivent en France. Mais au-delà des organisations collectives, on peut voir qu'un mouvement, il y a des organisations collectives, mais ça porte aussi sur des projets individuels. C'est-à-dire qu'il y a des individus qui sont afroféministes et qui font des projets ce sont les projets qui sont afroféministes. C'est-à-dire que les projets ont une éthique afroféministe ou ont une inclinaison, une proposition afro-féministe. Et dans ces projets, vous pouvez voir, il y a le film d'Amandine Gay qui s'appelait Ouvrir la voie, qui est un documentaire où on est, je crois, 15 ou 16 femmes noires qui expliquent notre expérience en France. Il y a des podcasts, il y a aussi des sites internet comme le site Atouba, qui est un site centré sur les femmes noires, sur l'expérience des femmes noires en France, mais sur la critique intellectuelle, c'est-à-dire des espaces de production intellectuelle et culturelle et d'analyse. Et là, vous verrez que la question de l'invisibilisation est importante, mais pour contrecarrer l'invisibilisation, le pas qui est pris par les afroféministes, les féminismes noirs, ce n'est pas d'essayer d'être inclus, ce n'est pas d'essayer d'être inclus et d'accepter par les autres, c'est de faire leur propre truc. Et aussi, les féminismes noirs, afroféministes ou féministes noirs, ils n'ont pas de volonté d'inclure tout le monde. Ils n'ont pas de volonté messianique, c'est-à-dire les organisations généralistes, elles pensent vraiment en part de marché. C'est-à-dire tout le monde doit être dedans, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a une obsession sur ne pas diviser, mais l'unité ne peut pas être un point de départ. L'unité est un point d'arrivée, mais il faut savoir que des personnes ont des agendas politiques différents.
Donc, l'unité ne pouvant pas être un point de départ, on voit que les organisations afroféministes ou les personnes afroféministes, au lieu de demander d'être inclus et d'être acceptés, font leurs propres choses et produisent leurs propres choses. Et ce qui arrive, c'est que souvent, ce qu'elles produisent est cannibalisé et volé et reproduit sans citation, etc. Mais elle continue et c'est pour ça qu'on peut dire qu'il y a une persistance à résister sur ça. La dernière étape, enfin le dernier point sur la question de l'afroféminisme en France, du développement de l'afroféminisme en France, c'est-à-dire qu'on a vu ce retour à l'histoire des féminismes noirs avant, dans les années 80, la coupure qui a fait qu'il a fallu retrouver beaucoup de choses à cause du manque d'archives, du fait que les gens sont partis, qu'il n'y a pas de passation, et c'est pour ça que c'est extrêmement important pour les organisations d'avoir la passation, c'est la question universitaire. Et là, on voit que depuis quelques années, c'est-à-dire depuis 5 ans, la question des féminismes noirs, la question de l'afroféminisme, parce qu'avant, il y avait la question des féminismes noirs, mais états-uniens. Et comme je l'ai dit hier en commençant, le volume de production des États-Unis sur la condition noire et sur les féministes noirs est incomparable et incommensurable comparé à ce qui est produit dans le monde francophone. Ça veut dire ce que produisent les États-Unis et les Noirs américains militants, intellectuels, depuis des années, et là, on ne parle pas de 20 ans, on parle de quand il y a eu les premiers Historical Black College and University, c'est-à-dire on parle de 1900, on parle de W.E.B. Du Bois, on parle de Frederick Douglass, on parle de ça, c'est-à-dire le volume de contenu, de matériel écrit pour analyser la condition noire en contexte minoritaire, en anglais, est tellement important comparé en français, mais c'est dû aussi que la France étant un empire de colonisation et d'esclavage extraterritorial, ce n'est pas fait sur le territoire hexagonal. Ça veut dire qu'il y a eu très peu d'expérience de cohabitation pendant très longtemps. Donc, ça veut dire qu'on va voir les écrits, là, ces dernières années, se multiplier, vu qu'on a les premières générations. Là, on est à deuxième génération, on arrive à la troisième, de personnes qui ont vécu toute leur vie en minorité. Donc, ça veut dire que là, ces dernières années, on a multiplication il y a eu le livre il y a 10 ans de Papendiaï qui s'appelle La condition noire. Et c'est sur une minorité française, le livre de Maboula Soumoureux qui est sorti l'année dernière sur le triangle et l'hexagone, réflexion sur l'identité noire. On a le livre de Signal Larcher sur les féminismes noirs, et beaucoup d'autres livres sur la condition noire en France, mais la condition noire non pas simplement liée à l'immigration de la condition des personnes migrantes, mais la condition noire des personnes qui sont françaises, nées en France et qui vivent, et aussi ce que produit la France en termes de discours, de transformation du discours racisme et de transformation du discours par rapport à la condition noire, avec de plus en plus de population noire française et comment ça change la société, la culture qui est produite. C'est-à-dire qu'il y a des livres, il y a un livre très, très bien qui s'appelle Sensible, écrit par Rhoda qui s'appelle Sensible, une histoire du R&B en France, qui parle du phénomène Aya Nakamura, par exemple. C'est-à-dire que là, on a vraiment de plus en plus de production sur c'est quoi être noir de France et c'est quoi être noir en France. C'est-à-dire ce côté afro-français, là, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on dit, et il y a beaucoup de débats sur les termes, est-ce que les gens ils sont afro-français, noir de France, afropéens, etc., etc. Donc, on voit que là, il y a plus de production dans le contexte français et on voit aussi qu'il y a des productions dans le contexte francophone au Canada. Par exemple, il y a le livre de Robin Ménard qui est dans la liste de la bibliographie, qui est sur le racisme, l'histoire du racisme au Canada et qui parle aussi de la misogynie noire au Canada et de l'esclavage au Canada, que
peu de gens sont au courant que le Canada, avec des personnes esclaves pendant très longtemps, et de l'immigration, et c'était la condition des femmes migrantes, majoritairement haïtiennes, au Canada. Et il y a des mouvements aussi, des féminismes noirs au Canada, qui se développent qui se redéveloppent, on va dire. Comme je vous ai montré, il y avait les coalitions depuis quelques années. Donc, le dernier point que je voulais aborder, c'est le point de l'entrée comme champ théorique de recherche. Et depuis ces dernières années, on a une multiplication comme les féminismes noirs en contexte français ou en contexte post-impérial français, c'est-à-dire les féminismes noirs dans les ex-colonies françaises, qui a beaucoup plus de production, et on va voir des colloques, des livres, etc. Donc ça, c'est la dernière étape, c'est-à-dire qu'il y a un autre champ. Il y avait le champ culturel, comme je vous ai montré, les projets, le champ militant, les organisations politiques qui produisent du discours politique, des mobilisations, de la confrontation, de l'idéologie, de la théorie, les projets individuels qui sont portés par des gens qui portent une identité politique et qui font des projets qui incluent cette identité politique et cette éthique politique dans leur projet. Le philosophe Wittgenstein, le philosophe allemand, a cette phrase qui dit que l'éthique et l'esthétique et l'éthique partagent les mêmes choses. C'est parce qu'ils sont obsédés par par ce qui est fait ressemble à ce qui est pensé. Donc, il y a aussi une esthétique afroféministe qui va avec l'éthique politique. Et il y a bien sûr, comme aux États-Unis, comme en Grande-Bretagne, comme en France et comme partout, il y a différents positionnements politiques. C'est-à-dire, afroféministe, c'est long, féminisme noir, c'est global. Et dans les féminismes noirs, vous avez des gens plus ou moins radicaux et plus ou moins libéraux. C'est-à-dire que le Kumbaya River Collective, eux, ils étaient communistes. C'est-à-dire que c'est une ligne particulière. C'est-à-dire que vous avez féminisme noir sur la question de la classe, sur la question de la race, sur la question de l'abolition. Et il y a des lignes de fracture. Et les lignes de fracture importantes des féminismes noirs, ce que montrent ces recherches, c'est que les lignes de fracture importantes des féminismes noirs sont la question de l'abolitionnisme, de la prostitution. Ça, c'est des lignes de fracture extrêmement importantes. C'est-à-dire qu'il y a une partie des mouvements féministes noirs qui sont pour l'abolition de la prostitution et d'autres non. Il y a la question de la transidentité et des personnes qui excluent les femmes trans du féminisme. Donc ça, c'est une ligne de fracture. Et il y a la question de, comment ça s'appelle, de la classe. C'est-à-dire les analyses de classe. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements qui sont libéraux, c'est-à-dire qu'ils veulent le progrès des femmes noires via le capitalisme. Et il y a des mouvements qui sont communistes, qui veulent l'abolition du capitalisme. Donc, il y a des lignes de fracture qu'on peut voir dans différents mouvements et dans ces mouvements en France ou à l'extérieur de la France, en Grande-Bretagne, au Canada, aux États-Unis. Donc, ça, c'est le wrap pour aujourd'hui. Demain, on fait la dernière partie. Et si vous regardez le programme pour la dernière partie de demain, on va se concentrer. Là, on a vu les mouvements, on a vu la théorie, on a vu les mouvements. Donc, demain, on va se concentrer sur les grands thèmes, c'est-à-dire les grands thèmes. Et dans les grands thèmes, on va aborder les mobilisations politiques, on va aborder les mobilisations politiques, mais les productions culturelles. Et dans les grands thèmes, on a la question du travail, de l'exploitation au travail, la question de la violence intracommunautaire, de la violence sexuelle, les questions de la maternité, c'est-à-dire les relations entre mère noire et fille noire en contexte minoritaire, la question du désir, du plaisir, de la sensualité, et la question des productions de narratives, c'est-à-dire la fiction, les films, etc. Donc, c'est les 4 thèmes qu'on abordera. C'est les 4 thèmes qu'on abordera demain. Merci beaucoup pour votre attention.